Alors comment appréhender cette question de la légitimité d'exercice? Cette légitimité d'exercice, elle repose sur le fait que l'on prend conscience du fait que la volonté générale, elle n'est pas simplement exprimée par le moment électoral. Ne serait-ce que pour une raison très importante, c'est que le moment électoral ne met en place qu'un pouvoir des majorités. Et qu'au fond, la démocratie repose tout entière sur cette fiction que les majorités représentent la totalité de la société, que les majorités expriment l'intérêt général. Les majorités expriment en fait un intérêt limité. Et il faut donc avoir des formes de représentation de l'intérêt général, des formes de représentation de la volonté générale qui soient plus larges que celles de l'élection. Et c'est dans ce cadre que des institutions et des magistratures jouent leur rôle de plus en plus important dans nos sociétés contemporaines. Ça a longtemps été le cas de la magistrature proprement dite. Mais depuis une trentaine d'années, vous le savez, tout un ensemble d'institutions administratives indépendantes ont été construites sur un modèle qui présente un certain nombre d'analogies. Elles ne sont pas toutes de même nature. Il y en a simplement certaines qui sont des institutions de contrôle. Et vous connaissez bien sûr, vous tous, le rôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mais en revanche, d'autres institutions indépendantes, comme l'autorité des marchés financiers, la SERP et bien d'autres, sont aussi des autorités qui peuvent infliger des sanctions, qui font appliquer une législation. La complexification de la société moderne a amené à développer ce type d'autorité qui, d'une manière ou d'une autre, essaie de se rapprocher du modèle de la magistrature, mais en même temps qui pose des questions qui peuvent intéresser les magistrats eux-mêmes. Cela repose sur le fait que la démocratie a deux dimensions. Le mot kratéin en grec, d'ailleurs, ce n'est pas simplement le pouvoir du peuple conçu de façon générale. Le mot kratéin en grec emporte l'idée de l'emporter sur autrui. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'en Grèce, le mot démocratie n'a pas été longtemps très populaire. Car la démocratie, ça n'était pas simplement le sage pouvoir de l'intérêt général. C'est aussi, dans une élection, une majorité, en quelque sorte, qui, éventuellement, peut faire violence sur la minorité. D'où la nécessité d'avoir des institutions qui représentent autrement l'intérêt général et la volonté générale. Et comment le représenter? Eh bien, il y a deux qualités essentielles. Ces deux qualités, ce sont l'impartialité et la proximité. L'impartialité, c'est justement le fait que l'on définit, le fait que l'on est serviteur de l'intérêt général par le fait d'une manière négative, par le fait qu'on est dans les mains de personnes, que l'on est détaché de tout lien avec autrui. Et c'est dans le détachement que l'on définit l'impartialité. Dans l'histoire des autorités indépendantes, que je pense qu'il est très important de croiser aujourd'hui avec les problèmes posés en général par la magistrature. La première autorité indépendante qui a existé dans le monde occidental, c'est l'autorité de régulation des chemins de fer dans le monde américain. Et cette autorité a été mise en place parce que le président de l'époque, c'était dans les années 1890, Harrison, avait été, juste avant d'être élu, l'avocat des grandes compagnies de chemin de fer. Donc le Congrès avait dit, mais comment peut-on envisager que l'État fédéral règle les questions de chemin de fer, puisque son président a été le grand avocat des compagnies de chemin de fer. Et donc on a décidé de mettre en place la première autorité indépendante. Il y a deux conceptions de l'indépendance, plutôt deux conceptions de l'impartialité. Une conception que l'on peut dire américaine et une conception que l'on peut dire européenne. La conception américaine de l'impartialité est définie par le fait que toutes les parties prenantes peuvent être représentées. Donc, une institution impartiale aux États-Unis est une institution dans laquelle on représente tous les grands partis. Donc, c'est une définition d'impartialité par le fait que tous sont représentés. Mais la vision européenne, qui me semble bien préférable, et on pourrait expliquer pourquoi la version américaine a des particularités qui en aucun cas ne seraient transposables en Europe.
La définition américaine, c'est que personne n'est partie prenante d'un intérêt particulier. Et aujourd'hui, la justice, évidemment, est l'autorité de laquelle on attend le plus cette qualité, l'impartialité. Mais on l'attend aussi, et c'est très important, de beaucoup d'autres institutions aujourd'hui. La deuxième façon de penser l'intérêt général et la volonté générale, indépendamment de l'expression arithmétique et conventionnelle, sous l'espèce d'une fiction qu'on lui donne à travers l'élection, c'est la proximité. Car que veut dire la proximité? Je définirais la proximité de la façon suivante. La proximité, c'est l'attention à toutes les particularités. Le fait de la proximité, ça n'est pas simplement une notion qu'il faut comprendre médiatiquement, qu'il faut comprendre géographiquement. Si on veut la comprendre intellectuellement, c'est cela. La proximité, c'est le fait qu'une personne ou une institution est attentif à toutes les particularités. Et c'est une autre façon de concevoir la généralité. La généralité, non pas simplement par le détachement des particularités, mais le fait que l'on s'intéresse absolument à tous. Or, aujourd'hui, cette notion de proximité, elle est à la fois extrêmement populaire, mais tout à fait bafouée dans notre société. On appelle proximité la mise en scène médiatique et spectaculaire du fait que des gouvernants ou des personnalités se rapprochent en des moments d'épreuve de personnes et manifestent cette approche par le fait qu'ils apparaissent dans la petite lucarne du journal télévisé. Je pense qu'il faut avoir une définition beaucoup plus exigeante de la proximité. La proximité, elle est une pratique continue, la proximité, elle est une attention continue. Et cette proximité, elle est devenue une qualité d'autant plus importante que nous avons changé de ce que j'appellerais de régime d'individualisme dans nos sociétés. L'individualisme, il a toujours deux manifestations. Il y a l'individualisme qui isole, l'individualisme qui sépare, l'individualisme qui est un facteur de repli ou d'égoïsme, si l'on veut. L'individualisme, en un mot, de l'atome social. Mais il y a aussi un autre type d'individualisme, plus positif et qu'il faut valoriser. C'est l'individualisme qui exprime la particularité, le fait que chacun souhaite être reconnu dans sa spécificité, que chacun être reconnu dans sa dignité, qu'il soit respecté. Et ces qualités de l'individualisme de particularité, on le sait, sont aujourd'hui une des constitutions de l'individualité moderne de plus en plus importante. Beaucoup de combats pour le droit dans l'histoire se sont menés à travers des combats pour des droits collectifs. Bien sûr, ils continuent à exister et à être essentiels. Mais aujourd'hui, de nombreux combats se mènent aussi pour que la singularité de chacun soit reconnue, soit prise en compte et soit valorisée. Il est évident que s'il y a une institution dans laquelle ces deux qualités d'impartialité et de proximité jouent un rôle essentiel, c'est bien la justice. Mais également dans tout un ensemble d'autres institutions aujourd'hui. Alors je ne sais pas, peut-être que j'arrête là avant de discuter quelles seraient les qualités justement de l'impartialité et quelles seraient les formes de cette particularité, de cette proximité. Merci.